excuse-moi, je suis grave à la bourre. Non mais t'inquiète, ça va. Ouais, ça va. Enfin, j'étais chez le médecin et ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Ah, t'as un souci? Non, ça va, t'inquiète. Non, désolé, je fais un peu mon fouineur, c'est pas mes oignons. Ouais, non, t'en fais pas. Non mais en fait, j'étais chez le psy. Ah, ok, ça va? Ouais, enfin, de mieux en mieux. Tu sais, il y a un an, ça allait pas trop. Là, j'y vois un peu plus clair, c'est cool. Et puis, apparemment, on va bientôt arrêter les séances en plus. Tu prends pas de médoc spécialement? Non, ça va. Enfin, pour ce que j'ai pas besoin. Hein. Mais ça va, t'as pas l'air bien. Ouais, non, ça me rappelle un peu des souvenirs. Mais bon, on va avoir le temps d'en parler. On s'y met? Ouais, ok, ça va, je suis prêt. Ok, super. Bonjour à tous, moi c'est Yann. Et moi c'est Brice. Vous écoutez Outsiders. Avant, j'étais dépressive. C'est pas l'hôpital qui rend tout ça rend dingue. Et bête. Après, j'ai eu une maladie, je peux même pas vous dire le nom tellement c'est compliqué. Et banal. Après, j'étais schizophrène. L'hôpital psychiatrique, ça rend banal. Après, j'étais schizophrène affective. La société, elle est dure. Hein. Et maintenant, vous me dites que je suis bipolaire. On est devant des agressions multiples. Excusez-moi, mais moi, j'ai du mal à vous suivre. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode d'Outsiders. On est un podcast qui parle de marginaux et de marginalité. Le dernier épisode date d'il y a 1 an et demi. On espère que vous nous pardonnerez notre manque de régularité. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver des solutions, pour produire la fin de cette série documentaire dans de bonnes conditions. La folie, sous ses formes si déconcertantes et diverses, est vraiment la plus démocratique des maladies. Aujourd'hui, on va parler troubles psy. Quand on a réfléchi au thème qu'on allait aborder dans Outsiders, c'est l'un des premiers qui nous est venu. Parce que une chose qui ressort quand on réfléchit aux marges de la société, c'est qu'au premier abord, on pense plus à des lieux qu'à des personnes. Ouais, il y avait la rue, la prison, la cabane dans les bois. Et l'asile de fous. Ok, d'accord. Et Vlan, il m'envoie à l'hôpital psychiatrique. Dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de très puissant, l'asile de fous. Ça évoque tout de suite plein d'images, des sons, des ambiances à la limite du film d'horreur. Les troubles psychiques, psychiatriques, ça fait flipper. C'est un sujet qu'on préfère pas trop aborder. Et finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les murs d'un asile, d'un hôpital psychiatrique. Ça crée une forme de curiosité, ça donne lieu à plein de fantasmes aussi. Et puis surtout, ça arrange un peu tout le monde. Quand on met des gens à l'écart, c'est bien qu'on veut pas les voir, quoi. Pourtant, l'asile, c'est un endroit qui est censé réhabiliter les gens qu'on y envoie. On te met dans un hôpital psychiatrique, on te protège, on te soigne, et puis, une fois que tu vas mieux, tu ressors. Ouais, je te sens pas convaincu. Non, pas vraiment, parce que déjà, l'asile, en fait, ça n'existe pas. C'est un terme quasi moyenâgeux qu'on utilisait il y a très longtemps. Aujourd'hui, on parle d'hôpitaux psychiatriques ou d'institutions, et c'est fait pour soigner les gens. Mais bon, tout ça, ça me fait penser à la prison, en fait, parce que ça prétend réhabiliter, mais tu peux pas nier qu'il y a aussi de la contrainte, de l'isolement. Je suis métro Ourcq à Paris, je me rends au Clubhouse, qui est une association, un lieu dont les membres sont atteints de troubles psy. Le mieux, c'est peut-être d'aller en parler au premier concerné. Bonjour, je suis Yann. L'association s'appelle le Clubhouse. Bonjour. C'est dans un petit immeuble de 3 étages dans le nord de Paris. Ils ont un fonctionnement un peu en mode autogestion. Tu sais, les membres prennent vraiment part à la vie de l'asso. La communauté fonctionne grâce à l'entraide et à la participation active de ses membres. T'as pas d'un côté les salariés de l'association et de l'autre les bénéficiaires. Le but, c'est d'offrir un lieu de socialisation à des gens que la maladie a tendance à isoler énormément. Concrètement, ça se passe comment ? Tous les matins, il y a une sorte de grande AG. Les membres qui sont là se prennent un café en arrivant et puis ils organisent le programme de la journée. Le staff de l'association chapeaute le truc, mais c'est les membres qui gèrent. On va faire un petit tour de table pour exprimer les besoins de chacun et l'objectif de la journée. À midi, ils mangent ensemble et en fait, rien que ça occupe vachement de monde, entre ceux qui cuisinent, ceux qui mettent la table, ceux qui débarrassent, ceux qui font la vaisselle. Et en plus de ça, il y a tout un tas d'ateliers toute la journée, des trucs de retour à l'emploi. Bonjour Fatia, moi je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai du mal à sortir de chez moi. Ils sont vraiment bien occupés, quoi. Et moi, je venais voir quelqu'un en particulier, Tali. Excusez-moi. Là, on passe par la salle de repos. Une grande femme noire,
élégamment habillée. Encore un étage. Encore un étage. On est allé se mettre au calme, sous les combles. Et voilà. C'est trop cool ici. C'est cool là. Là, pour travailler, c'est impeccable. C'est nickel. Alors, mon surnom, c'est Thaly, T-H-A-L-Y. J'ai 49 ans. Ouais. Et j'ai une fille de 23 ans. Est-ce que vous pouvez me faire une petite biographie? Une petite biographie. Alors, je suis née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Des histoires de parents divorcés avec une mère qui part à Paris pour travailler ont fait que, à l'âge de 6 ans, je me retrouve à Paris, dans le 18e arrondissement, dans une cité tranquille. Elle rencontre un homme à 18 ans. Elle reste 10 ans avec cet homme. Elle a un enfant avec lui. Elle fait des études en parallèle. Elle est ingénieure urbaniste, bac plus 5. Elle a du travail. Quand elle se sépare du père de sa fille, elle reste habiter pas très loin pour qu'ils puissent se voir les week-ends. Ouais, une vie de mère célibataire parisienne, quoi. Ouais, voilà. En 1999, sa maman meurt. Et finalement, elle n'a plus rien qui la rattache vraiment à Paris. Donc elle retourne en Guadeloupe. Elle retourne auprès de sa famille. Elle retrouve très vite du travail. Mais elle tombe malade. Il lui arrive quoi? Ça commence par de la toux. Et puis elle se retrouve avec les yeux exorbités. Elle va voir un médecin et il lui dit « Madame, vous avez la maladie de Baldo ?» C'est une maladie de la thyroïde. Elle prend pas le diagnostic au sérieux et elle part de la Guadeloupe pour aller s'installer à Saint-Martin, sur une autre île pas très loin. Et au bout de quelques semaines, elle doit à nouveau rentrer en Guadeloupe pour se faire soigner à l'hôpital de Pointe-à-Pitre parce que ça va pas. Elle se fait soigner et elle retourne à Saint-Martin. Elle cumule les allers-retours. Là, on est en 2002 et on va commencer à entrer dans le dur. Un jour, je me lève et je vois plus rien de l'œil gauche. Retour à Pointe-à-Pitre. Elle est effectivement soudainement devenue aveugle de l'œil gauche. Donc elle fait des examens. Je passe au scanner et là, le directeur, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le médecin principal de l'ophtalmo me convoque et il me dit « Madame, vous avez une tumeur. » Alors, thyroïde, œil gauche, tumeur. En 4 mois, normal. Ouais, ils lui font une biopsie et ils lui diagnostiquent un cancer du cerveau. Ils l'envoient à l'hôpital Foch, à Paris. Retour à la case départ. Et à l'hôpital Foch, ils l'examinent et ils lui disent qu'en fait, elle n'a pas de cancer du cerveau. Qu'en fait, c'est un champignon dans les sinus. Mais non. En fait, c'est pas possible, ils se sont plantés? Ouais. Donc ils la soignent de son champignon. Parce que c'est grave, une infection des sinus par un champignon. Elle était vraiment en mauvaise santé, mais c'est pas un cancer du cerveau, quoi. C'est un raccourci total, mais tu vis un truc pareil, tu deviens fou. C'est ça que tu veux me raconter, en fait? Ouais, à peu de choses près. Elle dit pas qu'elle devient folle, elle dit... C'est comme ça que petit à petit, j'ai perdu ma psyché. Qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, déjà, si au CHU, ils n'avaient pas fait l'erreur. Et si à l'hôpital Foch, ils avaient entendu ma détresse parce que je criais dans l'hôpital « Mais j'ai un cancer, pourquoi vous ne me soignez pas pour un cancer ?» Et eux, ils ne me répondaient pas tout de suite, c'était « On ne s'occupe pas d'elle, c'est une mauvaise patiente. » J'aurais pas été perdue. J'avais pas de répondant, j'avais pas d'écho dans l'extérieur, dans mon environnement. Il n'y avait pas d'écho qui entendait ma détresse. Parce que moi, dans ma tête, j'étais morte. Enfin, j'allais mourir, quoi. Mon dernier logis, c'était l'hôpital. Au lieu de réagir en disant « Super, je meurs pas, la vie est si importante une fois qu'on est passé par là. » J'aurais pu réagir comme ça. Et ben, j'ai réagi complètement à l'inverse. Je ne pouvais plus rien gérer. Tout d'un coup, j'avais plus d'appartement. J'habite chez ma tante. Tout d'un coup, ma fille habite chez son père. Il a une nouvelle femme. Il va se marier, tout ça. Tout d'un coup, je lui dis, je te donne ta fille du jour au lendemain. Occupe-t'en, parce que moi, je suis malade. Je pète les plombs, parce que là, je ne sais plus quoi faire pour pouvoir tout rassembler. J'ai plus ma fille, j'ai plus de santé, j'ai plus de travail.
j'ai plus de maison. Et il me restait quoi? Des médicaments. Une boîte de médicaments, mais elle était énorme, hein. Une boîte de médicaments comme ça. J'avais besoin de mon oncle qui habitait à l'époque chez ma tante aussi, pour qu'il puisse m'aider à faire mon pilulier. J'arrivais même pas à faire un pilulier, pour vous dire mon état. Je vais chez un soi-disant ami, vous savez, les potes d'enfance, et je vais chez lui et je lui crie ma détresse. Mais je lui crie ma détresse avec des cris. Je lui ouvre les médicaments, je vais prendre tous les médicaments. Je me rappellerai toute ma vie de ce cri. Il a eu tellement peur qu'il m'a foutu à la porte. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui s'accumulent. Tu perds ton travail, tu perds ton logement, tu perds ta santé, tu perds ta fille. Là, tu perds tes amis. Cette solitude comme ça qui se cumule comme des strates. Et tu sais pas quoi faire avec cette douleur. Parce que il serait peut-être suffi qu'il me prenne dans ses bras. J'en pleure encore. En tout cas, ce jour-là, j'ai marché. Je me suis retrouvée sur le pont de Mirabeau, où coulait la Seine, et je me suis balancée comme ça, sur le rebord. Et je commençais à fermer les yeux, et j'avais vraiment envie de tomber dans cette eau. J'avais vraiment envie que cette eau m'emporte pour arrêter cette douleur. J'ai dû certainement avoir un passant qui a dû avoir peur de moi, me voyant en balance sur le rebord du pont Mirabeau, qui a dû appeler les pompiers ou la police, je sais pas. Vous pensez qu'il a eu peur de vous ou qu'il a eu peur pour vous? Moi, je pense qu'il a eu peur de moi. C'est pas normal de voir quelqu'un qui se balance sur un pont. Il n'avait pas peur pour moi. S'il avait peur pour moi, il m'aurait sorti. Il m'aurait retiré du pont. Il m'aurait mis par terre ou se serait occupé de moi. Il a appelé les pompiers et la police, donc il a eu peur de moi. Et là, ça a été l'hospitalisation sans consentement, avec toute la violence que ça vaut. Est-ce que vous voulez vraiment vous suicider? Coup de gars. Je rigole aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'il me dit « Ah ouais, c'est ça que vous me voulez? Ok, d'accord. » Et vlan, il m'envoie à l'hôpital psychiatrique. Et là, c'est la première fois que je voyais ça. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Peur de la déshumanisation. C'est une prison. J'étais en prison. J'avais choisi librement de me rendre à cette leçon des ténèbres. Tout de même. L'accueil est impressionnant. Avec une exquise politesse, on m'a dépouillé de mes clés de voiture, permis de conduire, papier d'identité, de tous mes médicaments jusqu'aux pastilles pour la toux. Tout juste si on m'a laissé ma ceinture et mes lacets de souliers. À l'exception des drogués et des déments violents qui ne sont pas admis, on trouve vraiment de tout ici. Suicidaires aux poignets marbrés de cicatrices blanches, mythomanes dépressifs, amnésiques, paranoïaques certains d'avoir atterri ici à la suite d'une conspiration familiale qui n'existe que dans leur tête, alcooliques qui viennent se mettre au sec, ou jeunes filles anorexiques qui remplissent leur slip de limailles de plomb pour être plus lourdes à la pesée quotidienne. Et nous tous, sauf les autistes, nous parlons comme si les mots ne nous coûtaient plus rien, comme si le vocabulaire nous faisait crédit tout le temps que nous passons ici. Bref, pas de quoi s'ennuyer. J'ai depuis longtemps perdu mes doigts de pianiste et les médicaments font trembler mes mains, mais je n'ai pas pu voir ce clavier Blotner sans avoir envie de tapoter dessus. Quand mes compagnons d'infortune ne sont pas trop absorbés par leurs jeux de société, et surtout lorsqu'ils sont peu nombreux, je joue des chansons de Charles Trenet ou de Jacques Brel, ou les bribes de Schumann, Brahms, Grieg, qui me restent de ma jeunesse musicienne. Je choisis bien entendu les thèmes les plus furtifs et les plus tristes pour faire pleurer, ce qui ne manque pas d'arriver, la partie la plus fragile de mon auditoire. Alors je me sens utile, et je suis content. Les larmes nées de la musique ne peuvent être que bonnes et lavent de toutes les mauvaises qui les ont précédées. La folie, sous ses formes si déconcertantes et diverses, est vraiment la plus démocratique des maladies. Aucune classe sociale n'y échappe. Ici, malgré les prix exorbitants, elles sont toutes allègrement confondues.
C'est à ranger au placard des souvenirs. Seul dans sa cuisine, on regarde briller les plaques à gâteaux au chômage, la grande poissonnière en cuivre des jours de fête et, comme vous ou moi, on pleure. On pleure encore et ces larmes finissent par vous conduire ici, dans ce luxe incongru où, là, j'ai découvert un miracle. Tous ceux qui ne sont pas moins blessés que vous prennent en charge avec un tact et une célérité qui m'ont laissé sans voix. Ici, où il n'y a que du malheur, le malheur n'est jamais seul. On est tous maniaques, sans en tomber malade. Mais on n'est pas libre d'en tomber malade. On est tous pris par ça, personne n'est libre de tomber malade. Comme personne n'est libre de tomber amoureux. Ça, ou de tomber des nues. C'est la même chose. Oui, mais pas tout à fait quand même. Ça rend fou, oui, ça rend fou. C'est pas l'hôpital qui rend fou, ça rend dingue. Et bête. C'est qui ce type? Il a l'air complètement allumé. Ça rend bête. C'est Marc Ledoux. Et banal. Un hôpital psychiatrique, ça rend banal. Alors, oui, il a l'air allumé, mais en fait, c'est un psychologue très reconnu. On est au Dorothy, un café associatif à Ménilmontant, à Paris, où un débat était organisé sous le titre « L'hôpital psychiatrique rend-il fou ?» Les fous sont beaucoup plus intelligents que ça. Ouais, on est plein dans le thème, quoi. Exactement, ouais. Donc j'avais mis un micro dans un coin, juste au cas où, pour pouvoir prendre des notes au départ, mais très vite, le débat a pris des airs de conférence. Mais ça veut dire quoi, psychothérapie? Ça veut dire quoi? Un bac qui prend soin de, prendre soin de simplement, de l'âme. C'est ce qui nous donne une poussée, une énergie à vivre. Point. Marc Ledoux est psychologue à la clinique Laborde, qui a été fondée en 1953. Alors on n'a pas le temps de rentrer dans les détails pour expliquer tout ce qu'ils font là-bas, mais en gros, c'est considéré comme une référence dans le milieu. Ils font pas les choses comme tout le monde. L'idée, c'est qu'à l'intérieur des murs de Laborde, c'est très difficile de faire la différence entre les soignants et les résidents. Tout le monde peut circuler librement, tout le monde participe aux tâches collectives, un peu comme au Clubhouse. Les soignants, ils portent pas de blouse. C'est dans un beau château, en pleine forêt, en Sologne, et il y a quelques très beaux documentaires qui ont été tournés là-bas. C'est assez troublant à observer. On vous donnera quelques références à la fin de l'épisode. Marc Ledoux, lui, il résume le but de son travail à quelque chose d'assez simple. Faire en sorte que les gens qui viennent le voir soient tranquilles. Si on enferme les gens, il n'y a plus de question de pouvoir avoir accès à l'insaisissable. On l'enferme. Mais ton Marc Ledoux, j'ai l'impression qu'il a un avis bien tranché sur la question. Quand Alix dit que l'hôpital psychiatrique lui a fait l'effet d'une prison, j'ai l'impression qu'il serait plutôt d'accord avec elle. Et il est très sévère avec la psychiatrie, oui. Pour lui, enfermer quelqu'un, l'attacher à son lit et le bourrer de médicaments, c'est ni plus ni moins que de la torture socialement acceptée. D'autant plus qu'il y a aussi tous ceux dont on ne s'occupe tout simplement pas, ceux qui sont abandonnés. Tu sais, avec ce phénomène des Français qui vont habiter à la frontière avec la Belgique, ceux qui espèrent trouver une place quelque part pour qu'on s'occupe d'eux. On ne doit pas aller chercher à la Méditerranée. Hein. Ils sont 3000 encore à la frontière entre Lille, si vous connaissez, et Valenciennes. Si ça te va, Marc, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est quoi sa solution pour s'occuper de tout le monde et s'en occuper bien? Bah justement, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Ouais, bien sûr. Vous savez, on continue comme ça. Ça me permet de faire une remarque. C'est pas une question, je suis désolée, c'est une remarque juste à ma place. Moi, je suis interne en psychiatrie. Je voulais juste dire que je ne reconnais pas du tout la psychiatrie telle que vous l'avez décrite. Bah, c'est dommage, madame. Ah non, mais je suis là pour faire une remarque. Je suis pas pour... C'est les mêmes malades, quand même. Non, mais est-ce que je peux juste faire ma remarque? Bah, moi, je trouve ça quand même assez gros, hein. On peut très bien faire un diagnostic et que la personne en face de soi reste tout à fait insaisissable. C'est pas la question. J'ai pas l'impression d'enfermer mon patient parce que je vois qu'il a des signes qui me font penser à un syndrome psychique. C'est comme un autre patient. Donc c'est pas, je me sens pas enfermante quand je diagnostique une pathologie chez un patient. Et donc en gros, l'hôpital psychiatrique, c'est aussi un patient, effectivement, on hospitalise les patients contre leur volonté, c'est les soins sous contrainte, effectivement. Bien sûr. Bien sûr. Mais je vois pas forcément en quoi c'est un mal, parce qu'il y a aussi des patients qui sont dans un état qui font qu'ils nécessitent parfois d'avoir des soins contre leur volonté, parce qu'ils sont pas en mesure d'avoir un discernement pour poser un choix libre sur est-ce qu'ils veulent rester ou partir. Et du coup, c'est pas qu'on enferme les gens,
c'est pas qu'on les attache et qu'on ça nous tranquillise de les attacher. Non, je suis pas d'accord. Moi, ça me tranquillise pas d'attacher un patient. Je vous invite de venir chez nous. Ouais, moi, je suis pas tranquille quand j'attache un patient. Mais quand il y a un patient qui se frappe, qui se fait signer, bien sûr, moi non plus. Etc., qui dit qu'il va se suicider, qu'il va mourir, et j'ai pas le choix. Voilà. C'est toujours la même chose dans laquelle vous êtes. Oui, mais moi j'enseigne la psychiatrie. Non, moi j'enseigne la psychiatrie en Belgique. J'enseigne la psychiatrie en médecine. Maintenant je vais venir d'être le clown. Non. Et non. Mais j'entends ça tout le temps. Très bien, mais tant pis. Moi je vous le dis, c'est moi. J'entends tout ça. Moi, ça aucune nuance. Ça ne me tranquillise pas d'attacher un patient. Et vous avez dit à un moment donné, c'est bien plus facile, ça nous tranquillise, comme ça on gère notre administratif, on gère notre ordinateur. Oui, exactement. C'est extrêmement violent de dire un truc. Mais non, c'est pas violent, c'est la vie quotidienne. C'est extrêmement faux. Je suis désolé. C'est extrêmement faux. Je suis désolé. Et je trouve ça très scandaleux d'entendre ça tout ça. Je suis désolé, madame. Parce qu'encore hier, le chef de service, qui dit à quelqu'un qu'il a vu 2 fois, c'est pas violent ça. Là, je parle d'attache. Pendant 1 mois, il était attaché. Il a vu 3 fois en 3 mois. C'est pas violent ça. Ça ne passe pas. Sinon, je suis un clown qui vient faire un discours et je m'engage, moi. Il y a des abus partout, vous savez. Moi, je parle d'un ressenti personnel. Là. Oui. Je suis pas là pour faire une généralité. Je parle d'un ressenti personnel. Qu'il y ait des abus, il y en a partout, il y en a dans toutes les dimensions. Mais on va pas dire parce qu'il y en a un qui a attaché son patient pendant 1 mois et qu'il l'a vu 2 fois en 1 mois que du coup c'est une généralité et qu'on peut le c'est souvent, Non, je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Mais ce qui est en train de se généraliser, et c'est pas la faute des gens qui fonctionnent, c'est pas la faute des gens qui font ce travail, mais qui c'est généralisable. Mais c'est facile aussi de projeter ça sur la politique. Comme ça, on a un bouc émissaire, c'est la politique, c'est la manière d'organiser la politique. Les gens qui sont chefs de service dans un hôpital public, chefs de service ou d'autres, c'est trop difficile pour travailler, je vais m'installer en privé et je viens 2-3 fois par semaine. Non, moi je dis non. Faites autre chose. C'est une position éthique, elle est très simple pour moi. On se bat pour ne pas enfermer les gens. Et c'est un travail 24 heures sur 24. Évidemment qu'on se bat, mais moi aussi je me bats pour pas les enfermer, sauf que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vous travaillez dans une clinique où les patients, de fait, ils sont en hospitalisation libre. Donc c'est-à-dire que vous avez dit très justement, je ne sais plus qui posait la question, c'est les hôpitaux, de fait, qui, effectivement, de temps en temps, vous adressent les patients. Mais c'est une fois qu'ils vont mieux, monsieur, parce qu'en fait, ils ne vont pas bien, ils sont hospitalisés sous contrainte parfois. Oui, en fait. Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas accueillir chez vous des patients qui sont suffisamment trop graves pour... venez les voir, venez voir. Non, mais c'est-à-dire qu'ils tiennent dans une institution en soins libres. Et non, il y en a qui ne tiennent pas. Vous allez voir, la plupart des gens qui viennent, ils sont bien surpris par la gravité et par la confusion et l'agitation qui est là. Ce qui me gêne beaucoup plus, en fait, c'est la manière dont on a eu pendant 1 heure à en fait casser, plus ou moins volontairement, l'hôpital psychiatrique et la psychiatrie aujourd'hui telle qu'elle est enseignée, et les psychiatres et les hôpitaux. Et moi je trouve ça... Oui, mais je ne casse pas les personnes, mais je casse tout ce fonctionnement. Oui, absolument. De la première à la dernière. Je casse le système, absolument. Mais pas les gens. Bien sûr que les gens. Oui, mais ce fonctionnement n'est pas injuste de tout en tout. Tant pis. Je casse. Il est très catégorique, Ledoux, et je suis pas sûr qu'il soit toujours de bonne foi. On peut pas juste dire que toute la psychiatrie est achetée. Bien sûr qu'il y a des pratiques violentes, attacher quelqu'un, bien sûr que c'est violent, mais quand l'interne a dit on attache pour protéger, je vois pas pourquoi je la croirais pas. Ouais, dans la prise en charge des troubles psy, il n'y a pas d'évidence, et cette séquence le résume assez bien. Et puis, j'ai l'impression que ce qui ressort aussi, c'est surtout une histoire de moyens. Si tu mets 10 médecins qui s'occupent de quelqu'un 24 heures sur 24, peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas besoin de l'attacher. C'est juste des moyens qu'on choisit de ne pas attribuer, en fait. Et effectivement que parfois, les internes en psychiatrie, ils n'ont pas d'autre choix. Mais s'ils étaient plus nombreux, peut-être qu'ils pourraient faire autrement. Ledoux, c'est quand même un peu le privilégié qui donne des leçons. Après son constat, il est très juste. Et c'est intéressant de réfléchir aux solutions qu'il évoque. Thalie, quand j'ai discuté avec elle sur l'hôpital, elle était quand même effectivement très désabusée. Mais attends, tu m'as pas dit c'est quoi sa maladie ? Ah, bonne question. Elle se la pose aussi en fait. Le dernier psy qu'elle a vu, là récemment, il lui a dit « Vous êtes bipolaire.
Et moi, je le regarde, je lui dis, vous savez, ça fait 20 ans que je suis en psychiatrie maintenant. Et avant, j'étais dépressive. Après, j'ai eu une maladie, je ne peux même pas vous dire le nom tellement c'est compliqué. Après, j'étais schizophrène. Après, j'étais schizophrène affective. Et maintenant, vous me dites que je suis bipolaire. Excusez-moi, mais moi, j'ai du mal à vous suivre. Ouais, tu m'étonnes que tu es désabusé après 20 ans, quand tu n'as même pas un diagnostic clair. Il y a un gros débat en psychiatrie, en fait, sur le rôle du diagnostic. On l'a déjà entendu avec Marc Ledoux. Il y a ceux qui pensent que c'est nécessaire pour le patient, pour savoir ce qui lui arrive et qu'il puisse avancer à partir de ça. C'est un peu ce que dit Thalie, en fait. Ouais, et puis t'as ceux qui pensent au contraire que le diagnostic, ça enferme, qui a un côté sentence irréversible, qui devient une identité, qui te colle à la peau toute ta vie et empêche toute possibilité d'évolution. Mais c'est toujours pas aujourd'hui qu'on va régler ça. Non, clairement pas. Et Thalie, elle arrive à se reconstruire malgré ça pendant ce temps ? Alors, elle a repris des études à un moment aux arts et métiers, en développement de la politique de la ville, et elle a retrouvé un travail d'ingénieur urbaniste. Stylé. Ouais, sauf que bon, à cette époque-là, quand elle sort du taf, parfois elle va dormir dans un logement d'urgence, parfois elle va dormir chez des amis. D'accord, elle est sans abri en fait. Ouais, et puis son boulot, elle finit par le perdre au bout de 5 ans, même si bon, entre-temps, elle a résolu le problème du logement, elle a un garant qui lui a permis de trouver un studio qu'elle loue. Aujourd'hui, elle bosse comme hôtesse d'accueil via un contrat aidé. Ça paye pas dingue, et puis c'est pas hyper enrichissant, surtout comparé à son métier de base. Et finalement, il y a surtout la maladie qui est encore là. Elle a fait 17 séjours en hôpital psychiatrique. Le dernier, il y a seulement quelques mois. 22 jours en hospitalisation, au bout de 20 ans, je trouve que c'est beaucoup. Hospitalisation sans mon consentement. Et moi, je trouve que c'est beaucoup. Au bout de 20 ans, je pense qu'il pourrait me soigner. Et là, le problème, c'est que maintenant, ma fille, elle a 23 ans. Autant avant, c'est moi qui m'occupais d'elle. Autant aujourd'hui, quand tu es en hospitalisation sous demande de tiers, c'est ma fille qui signe mes tiers. Donc maintenant, à 23 ans, elle a déjà la charge de sa fille, de sa mère. Oui, j'ai vu le lapsus. C'est elle qui signe les décharges d'hospitalisation. Et ça, j'aime pas. C'est comment vos rapports avec votre fille aujourd'hui ? Oh, magnifique. Elle est incroyable, elle est très compréhensive. On a des secrets ensemble. On se voit régulièrement. Et je crois que c'est qu'avec elle, lorsque je parle, elle me croit. Une fois que les gens ils savent que tu es malade, c'est fini. Pas tous, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont bienveillants. Mais ils abandonnent, quoi. Quand ils voient que tu pètes les plombs, ils abandonnent. Alors qu'il faut pas abandonner les gens. Est-ce que vous pouvez me parler du Clubhouse et de cette façon qu'ils ont peut-être de ne pas abandonner les gens et d'essayer de retisser des choses. Comment ça se passe ? Comment vous avez fait le choix de venir ici déjà ? Et c'était quand ? J'ai connu le Clubhouse lors d'un coaching en 2015, quand j'étais cadre. À l'époque, il y avait 1 an d'attente et j'ai attendu 1 an avant d'arriver ici. Et c'est un peu l'espace de la seconde chance. Voilà, ils ne nous laissent pas tomber. Quoi qu'il se passe, ils ne nous laissent pas tomber, c'est très important. Ce qui est bien avec le Clubhouse, c'est que ça nous donne des points de repère aussi pour la maison. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que je ne sais plus faire. J'essaie de les faire ici. Du genre quoi ? De faire le grand ménage. J'ai du mal à le faire. L'un des problèmes de la psyché, c'est ça aussi. Hein. Seul de ne pas se laver, nettoyer moyen, on a du mal. Et le fait de le faire ici, ça nous entraîne à apprendre des nouvelles techniques pour le refaire à la maison. Parce que sinon, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Même pour la cuisine, hein, comme ça mange, mais c'est pas simple du tout. Surtout, par exemple, vu mon parcours, j'étais 4 ans en centre d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire qu'on mange en collectif. Donc du jour au lendemain, vous êtes dehors. Comment vous faites pour manger ? Donc il faut réapprendre à refaire à manger. Après, il a fallu que je réapprenne à faire des courses. C'est inimaginable. Ouais.
C'est inimaginable. Et on s'en rend pas compte, mais c'est des petites choses. Tout est une galère. Tout est une galère. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite ? Que je quitte Paris, que j'aille en Guadeloupe, que j'ai une petite maison, que j'ai un petit jardin et que personne m'emmerde. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier ? Pitié, je dis pitié. J'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, je ne suis pas cette idole d'ébène, humant l'encens profane qu'on brûle dans les musées de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire, roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Si je pousse le cri qui me brûle la gorge, c'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. Et si parfois je hurle ma souffrance, c'est que j'ai l'orteil pris sous la botte des autres. Le rossignol chante sur plusieurs notes. Fini mes complaintes monocordes. Je ne suis pas l'acteur tout barbouillé de suie qui sanglote sa peine, bras levés vers le ciel sous l'œil des caméras. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir sur la vie qui se moque des morts, à bondir sur la joie qui n'a pas de passeport, à bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven, sourd au milieu des tumultes, car c'est pour moi qui peut mieux le comprendre qu'il déchaîne ses orages. Je chanterai Rimbaud, qui voulut se faire nègre pour mieux parler aux hommes le langage des genèses. Et je louerai Matisse et Braque et Picasso d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes. J'irai à eux le cœur plein de chansons, les mains lourdes d'amitié, car ils sont faits à mon image. Finalement, tu dirais que l'hôpital, ça lui a fait du bien ou du mal ? Déjà, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que sa souffrance date d'avant son passage à l'hôpital. On ne peut pas accuser l'institution de tous les maux. Mais c'est vrai que quand tu l'écoutes, tu sens que l'hôpital aurait pu mieux faire, c'est rien de le dire. Sa maladie, elle en parle encore au présent. J'imagine que si c'était de l'histoire ancienne, elle aurait un regard différent sur l'hôpital. Ouais, après, c'est pas comme si elle était encore à son point de départ, si. Même si elle n'a pas un diagnostic super clair, elle arrive à se raconter, elle arrive à mettre des mots sur sa souffrance. Ça ressemble à un chemin de rétablissement, je trouve. Enfin, en tout cas, à mon échelle, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, j'ai pas le millième des problèmes de Thalie ou des patients de Marc Ledoux, mais je crois quand même qu'il y a une petite mécanique commune qui est intéressante. Ouais, enfin, je me demande si c'est pas un peu réducteur de présenter les choses comme ça. Moi aussi, j'ai eu le droit à quelques passages chez le psy, mais déjà, faut savoir de quoi on parle, en fait. On dit psy, mais ça veut rien dire. Déjà, il y a les psychanalystes. Eux, c'est les fans de Freud. Ça repose sur des concepts qui sont loin de faire l'unanimité scientifiquement. Après, il y a les psychologues, qui sont très courants. Moi, c'est un psychologue que j'ai vu. Ouais, moi aussi. Les psychologues, bah, tu le sais, c'est des thérapeutes pour des gens qui ont des problèmes, j'ai envie de dire des problèmes personnels, tu vois. Ouais, enfin, tu dis problème personnel, ça peut être extrêmement douloureux quand même. Ouais, bien sûr, t'as raison, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est des problèmes qui se discutent. Tu vois, c'est la dépression après s'être fait larguer, c'est l'angoisse de pas savoir quoi faire de ta vie. Ouais, c'est ça, ou tout simplement une tristesse profonde dont t'arrives même pas à identifier l'origine, ou t'as besoin d'aide pour savoir comment la combattre, ou juste vivre avec. Ouais, et dans toutes ces situations-là, tu discutes avec le thérapeute.
Mais pour certains, la thérapie par la parole, ça suffit pas. T'as besoin d'un autre type de psy, d'un psychiatre, c'est-à-dire de quelqu'un qui a fait médecine et qui peut entre autres te prescrire des médicaments. Aujourd'hui, Thalie, oui, elle peut parler de son histoire, elle peut mettre le doigt sur ses souffrances, mais ça résout pas le problème en fait. Les besoins sont différents. Après, ceci dit, j'aime bien ce qu'il dit Ledoux à un moment là. On est tous fous. On est tous fous, mais on n'en tombe pas tous malades. Ouais. C'est ça. Ce serait idiot de croire qu'il y a d'un côté les gens avec une santé mentale étincelante et de l'autre les fous. Encore une fois, c'est du cas par cas. Sachant que parfois, les problèmes s'ajoutent les uns aux autres. Dans les cas extrêmes, tu t'occupes de personnes qui sont en rupture avec la société. Elles ne sont pas juste en rupture avec le soin. Elles sont en rupture avec l'habitat, le travail, leur entourage. Ça crée d'ailleurs d'énormes débats chez les professionnels de la psychiatrie. Est-ce qu'il faut s'occuper des symptômes ou du cadre de vie de la personne pour qu'ensuite les symptômes s'atténuent avec le temps et avec la vie, tout simplement? C'est vrai que pour certaines personnes, tu sens que c'est tout mélangé, quoi. La psychiatrie, la prison, la rue, l'usage de drogue. Ouais, et c'est comme si y avait certaines marginalités qui allaient ensemble ou alors qui se répondent ou même qui s'alimentent entre elles. Ouais, j'ai vu là, en Île-de-France, par exemple, l'Agence régionale de santé estime qu'il y a un tiers des personnes sans abri qui souffrent de troubles psychiatriques sévères. Troubles psychiatriques sévères, enfin, quoi que ça veut dire précisément. Ouais, et selon la Fondation Abbé Pierre, il y a environ 1 SDF sur 5 qui dit avoir perdu son logement suite à une hospitalisation ou suite à une incarcération. On en avait déjà un peu parlé dans le 2e épisode sur la prison. Dans le même rapport, la Fondation Abbé Pierre souligne qu'il y a 1/4 des sans-abri qui sont des orphelins de l'aide sociale à l'enfance et qui met en avant le problème des sorties sèches. Tu sais, ces moments où les institutions qui sont censées t'aider te lâchent complètement dans la nature du jour au lendemain. À 18 ans, ciao quoi. Ouais, et c'est un peu la même chose pour l'aide sociale à l'enfance, pour l'hôpital, pour la prison. C'est donc bien qu'il y a un problème avec le fonctionnement de notre société. Moi, quand je vois ces chiffres, j'arrête pas de me demander comment est-ce qu'on peut faire pour changer notre société, pour qu'on puisse les aider, ou même juste les aider à éviter qu'ils tombent. Ouais, enfin ça me rappelle un peu le débat qu'on avait eu parfois, le fameux est-ce que ça peut arriver à tout le monde? T'as peut-être aussi des gens qui peuvent pas être sauvés, tout simplement, des gens qui sont juste broyés parce qu'ils ont eu trop de coups durs, trop de difficultés, trop d'abandon, et pour qui on peut plus rien faire, quoi. Ouais, enfin parfois t'as aussi des gens qui s'en sortent. Bonjour. Merci. Ça va? Ouais, ça va, excusez-moi, j'ai un tout petit peu de retard. C'est pas grave. Ça va? Je te présente Stéphane Cognon. Est-ce que je peux déjà vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Alors là, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons qui ont 4, 7 et 9 ans. J'ai un parcours de vie... si on fait chronologiquement, j'ai une enfance heureuse, j'ai une adolescence plus qu'heureuse, vraiment ça se passait très bien, un milieu protégé. Stéphane Cognon, il est père aidant. Père aidant, c'est quoi? Père dans le sens de pareil. Un père aidant, c'est une personne qui a eu des troubles psychiatriques dans son passé, qui est en rétablissement aujourd'hui, et qui utilise son expérience pour aider des personnes elles-mêmes atteintes de troubles. Ok. Donc aujourd'hui, il travaille avec plusieurs hôpitaux parisiens et il anime aussi des groupes de parole en libéral. À 20 ans, j'ai eu ce qu'on appelle des bouffées délirantes. Et puis à 20-25 ans, donc j'ai été malade, j'ai été interné, hospitalisé, c'est mieux, 3 mois. Et tu veux dire qu'aujourd'hui, pour lui c'est fini, il n'a plus aucun trouble? Bah presque plus, non. Il vit totalement normalement, il s'en est sorti. Attends, on se prend un café et je te raconte après? Ok, ça marche. Salut, moi c'est Alvin. Et non, je suis pas un Chipmunks, mais un méga fan du podcast Outsider. Brice et Yann sont partis faire une petite pause café et je vais prendre le relais une seconde. Outsider, c'est un podcast indépendant. Depuis le premier épisode, il est enregistré de façon artisanale dans une chambre d'amis avec les moyens du bord. Je te fais cette pause café de la mienne, la tête sous la couette avec mon téléphone, t'as qu'à voir. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Transmettez la bonne parole à vos amis et votre famille. Et si les gens autour de vous ne savent pas ce que c'est qu'un podcast ou comment ça s'écoute, téléchargez-leur une application. C'est facile. Même ma grand-mère les écoute.
Après 1 an et demi de pause, Outsider a pu reprendre grâce au soutien de plus de 170 personnes qui ont participé à une campagne de financement participatif. L'épisode que vous écoutez, les reportages, les déplacements, les comédiens, les musiciens, la réalisation et j'en passe, tout ça existe parce que des gens ont décidé de faire vivre ce podcast indépendant. Qu'ils en soient tous remerciés. Si vous aussi voulez faire vivre Outsider, abonnez-vous au podcast, suivez-le sur les réseaux sociaux et ajoutez une bonne note avec un bon petit commentaire sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres gens de découvrir cette série documentaire. À bientôt. On se le fait une deuxième fois juste pour... Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait une petite... Ouais, ça marche. Bon, mais alors du coup, son rétablissement, comment ça s'est passé ? Attends, déjà, faut que je te raconte d'où venaient ces troubles au départ. On va pas faire chronologique, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de choses à en retirer, justement, de la petite enfance et de l'adolescence, parce que tout allait bien jusqu'à l'année de ma terminale, où en fait, il y a eu plusieurs choses. Une rupture amoureuse, une mauvaise orientation scolaire, des amitiés toxiques, la prise de cannabis, enfin tout ça a fait que il y a eu ce qu'on appelle une décompensation, un isolement, de l'angoisse, du repli sur soi, et le début en fait de certains symptômes, des symptômes positifs, c'est les hallucinations, les délires, des hallucinations plutôt auditives. On entend des voix en fait. Je savais vraiment pas ce qui se passait. J'étais complètement perdu, mais mes parents étaient perdus aussi. Et réellement, tout allait bien. C'est ça qui... Parce que ce que vous dites, voilà, une rupture amoureuse, prendre un peu de cannabis, avoir des amitiés toxiques, c'est quelque chose qui arrive à quasiment tous les adolescents. Ça arrive très souvent. Vous, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui fait que vous avez basculé dans autre chose ? Je sais pas réellement. Je sais pas l'origine des troubles. Il y a plusieurs pistes que Stéphane Cognon a explorées avec sa psychologue, mais c'est toujours pas clair aujourd'hui. La seule piste qui est vraiment palpable, c'est un mécanisme neurologique. En gros, pour faire simple, son cerveau sécrète plus de dopamine que chez la plupart des gens, et pendant ces crises, c'est cet excès de dopamine qui crée des hallucinations. En tout cas, c'est comme ça que lui, il me l'a expliqué, et les traitements qu'il prend encore aujourd'hui, ils lui permettent de réguler son niveau de dopamine. D'accord, il n'y a rien de spécial dans son histoire qui permette d'expliquer son état. S'il y a éventuellement une piste qui ressort. Ma mère, quand elle a accouché de moi, elle a eu une hémorragie qui peut en fait fragiliser certains vaisseaux. C'est une des pistes. Donc pas du tout psychologique quoi pour le coup. Par contre, je me souviens des crises mystiques par exemple. C'est quelque chose. Moi, je suis vraiment dans ma chambre et je parle à Dieu. J'échange. J'entends des voix qui me répondent. Un truc que je dis, c'est Pierre Desproges qui dit si vous parlez à Dieu, enfin on est croyant quand on parle à Dieu, s'il vous répond, vous êtes schizophrène. Moi, 30 ans après, effectivement, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Je ne saurais pas, chronologiquement, c'est plus difficile. Le tout début, c'est difficile parce que, en fait, c'est un ensemble de choses. Il y a vraiment une angoisse qui arrive. Alors, pourquoi elle arrive Si, plusieurs facteurs. L'angoisse, c'est peut-être l'origine des mots. Et quand on décompense, peut-être qu'on décompense cette angoisse. Quand on décompense et qu'on a des voix, qu'on entend des voix, qu'on va vers des délires, c'est justement peut-être pour se protéger de quelque chose qui est trop fort. Il faut que ça casse. Tout son parcours, Stéphane l'a très bien analysé et reconstitué aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'avais décidé d'aller le voir. Il en a même fait un petit livre très simple et très beau. Ça s'appelle « Je reviens d'un long voyage ». Ça nous a fait une bonne base pour discuter. Il peut y avoir des gens qui font qui sautent... qui se défenestrent, parce qu'ils ont entendu quelque chose qui leur disait de le faire. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous avez eu des moments comme ça où vous êtes mis vraiment... Il y a eu un moment que je raconte lors d'une errance où je marchais dans la rue, où je me suis perdu, il y a captage. Alors les anges et les salauds pendant l'errance. Alors au pic de la maladie, pendant la rechute... Il y a eu quelques jours d'errance où je croisais des personnages qui ont agi avec moi de manière souvent néfaste. Mon attitude paumée inspirait le trouble ou le rejet, parfois bienveillant. Certains tentaient de me venir en aide. Mon périple commença dans une petite ville de province à 80 km au nord de Paris et je devais rejoindre la banlieue sud où j'habitais avec mes parents. La confusion s'installait rapidement dans mon esprit. Le délire compliquait les prises de décision et l'environnement devenait très hostile. Je m'éloignais de la ville et allais me perdre dans la forêt proche.
Je marchais sans but, suivant la direction du vent, avec un instinct faussé, refusant de m'engager dans les rues en sens unique, circulant pourtant à pied. J'arrivais devant un cours d'eau qui barrait ma progression. J'eus une pensée dans ma tête sous la forme d'une expression « Parfois il faut se jeter à l'eau ». Donc je me jetais à l'eau, aux sauces propres, si je puis dire. Une fois à l'eau, tout habillé, je me trouvais encombré par mes vêtements et tout en gagnant l'autre rive, je me débarrassais de mon jean, ma chemise, ma veste et de tous mes effets. En remontant de l'autre côté, j'étais nu, comme à l'origine du monde. J'étais perdu et j'avais froid. Je marchais quelque temps à couvert. Heureusement, en cette matinée fraîche, je croisais mes premiers anges. 2 pêcheurs qui me virent arriver, tout penauds, les mains devant le sexe, grelottant. « Bonjour, bonjour. Je n'ai jamais pêché. » Entre parenthèses, l'origine du monde. Bah, il faut essayer, mon gars, mais pas attifler comme ça. Tiens, mets ça. Et ils me tendirent un pantalon et un ciré en plastique jaune. Je les en remerciai. M'excusant de ne pas pouvoir les dédommager, je repris ma route vers nulle part. Je rejoignis la route et l'allongeai. Je sentais le souffle des voitures et des camions qui me dépassaient et me faisaient vaciller. Je passais à côté d'usines, de carrières, d'autres bâtiments, puis me rapprochai de la ville. Je montai dans un train qui, par chance, allait vers Paris, gare du Nord. Je pris place dans la rame et je lançai au contrôleur que je n'avais pas d'argent et pas de papier. Celui-ci m'informa qu'un comité d'accueil se tiendrait prêt à l'arrivée en gare. Le comité d'accueil était bien là. 2 policiers m'accompagnèrent jusqu'au poste de police de la gare. Devant mon air absent et ahuri, ils me prirent pour un consommateur de drogue et je pus voir ce qu'ils leur faisaient subir avec l'ultime humiliation de l'examen visuel de l'anus pour vérifier que rien n'y était introduit en guise de cachette. Après cet examen, je me retrouvai dans la rue, devant la gare, et à nouveau déboussolé, en proie au délire. Cependant, j'eus la présence d'esprit de me tourner vers le corps médical et je rentrai dans une pharmacie. Je bredouillais que je n'étais pas bien, que ça m'était déjà arrivé, ces délires, le sentiment de persécution. La pharmacienne me montra un établissement hospitalier proche, puis passa à un autre client. Je sus que ce serait trop obscur pour moi et au-dessus de mes forces, et à peine sorti de la pharmacie, je continuai mon périple. Je me retrouvais à marcher encore et encore, je me repérais un peu, malgré les sollicitations visuelles ou auditives perturbantes et polluantes qui ralentissaient ma progression. Je me décidai à faire du stop. Un nouvel ange me donna un coup de pouce dans mon errance. Je lus plus dans mon accoutrement. Peut-être pensa-t-il que je sortais d'une soirée déguisée et que le cow-boy, l'Indien, n'était pas loin, moi-même étant du bâtiment. En tout cas, il me déposa à la porte de chez moi, voyant mon trouble, et attendit que quelqu'un m'ouvrît. Mon voyage prit fin. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, je trouve. On voit le rapport au corps médical, on voit les délires, on voit le regard des autres aussi. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cet épisode, vous ? Bah là, ça fait longtemps que je l'avais pas relu, celui-là. En fait, moi, j'avais un ange gardien, quoi, là-dessus, c'est clair. Enfin, plusieurs. Hein. Quand je me retire du monde, voilà, c'est un peu ça, c'est se retirer du monde, parce que c'est trop envahissant, toutes les sollicitations sont trop envahissantes. Il y a les anges et les salauds, quoi, c'est clair. Mais en même temps, moi, C'est quoi la différence, justement, entre les pêcheurs qui sont des anges et le pharmacien et les flics qui sont des salauds ? Est-ce que c'est pas... Il y en a certains qui vous mettent dans une case et d'autres pas du tout, enfin, je sais pas. Eh ben, c'est ça, ouais. Ouais, il y en a qui m'ont aidé sur ma route, là. Il y en a qui m'ont aidé, mais simplement. Alors, c'est ça, simplement, sans jugement. Le type qui me prend en stop... Mais je me souviens, quand je suis dans sa voiture, c'est fou, ça me revient maintenant, c'est marrant. L'horloge dans sa voiture ne fonctionne pas. Et pour moi, le temps s'est arrêté. Et c'est vraiment ça. Et donc, je lui dis, mais le temps s'est arrêté. Non, c'est juste mon horloge qui fonctionne pas. et c'est vraiment ce truc. Et lui aussi, pourquoi il me ramène chez moi ? Je sais pas. Et par contre, ceux qui devraient aider, finalement, ceux qui devraient aider sont pas ceux-là. Pourquoi, à votre avis ? C'est compliqué. C'est pas si compliqué. On fait un raccourci vite fait. C'est-à-dire, par manque de temps, peut-être, par leur profession qui leur dit celui-là, de toute façon, moi, c'est pas à moi de lui venir en aide. Parfois, l'aide, elle va venir de son collègue, du patient d'à côté, de quelqu'un qui va avoir l'expérience de la maladie, de quelqu'un qui va nous venir sans calcul. Et en fait, voilà, celui qui est peut-être un peu trop dans le calcul, dans les symptômes, dans la réussite de son traitement, etc., il va oublier en fait une aide gratuite et il va oublier d'écouter. À ce moment-là, Stéphane enchaîne les crises et il comprend pas du tout ce qui lui arrive.
Je suis vraiment perdu. Et c'est seulement après avoir été hospitalisé qu'il va pouvoir commencer à mettre des mots sur son trouble. En fait, la schizophrénie aussi, il faut que ce soit chronique. On peut avoir une bouffée délirante aiguë qui est unique et pas forcément être schizophrène et après ne plus en entendre parler. Là, quand ça devient chronique et que ça s'installe, c'est là qu'on parle de schizophrénie. Mais de trouble schizophrénique, c'est tellement vague. Quand on lui a posé ce diagnostic, il l'a vécu comment ? Rétrospectivement, plutôt bien, surtout parce que les médecins, déjà, ils se sont pas trompés. Et puis aussi, son diagnostic est arrivé très tard, presque 5 ans après le moment où il faisait ses énormes crises. Donc, quand le mot schizophrène est tombé... C'était comme quelque chose d'acté, voilà, on actait quelque chose. Mais il m'a aussi expliqué qu'aujourd'hui, la médecine est encore plus prudente que pendant sa jeunesse, elle prend encore plus son temps pour éviter justement le côté enfermant et stigmatisant du mot schizophrène ou bipolaire, maniaque, dépressif, borderline, dépendant. Tous ces termes aux définitions un peu floues qui peuvent vraiment marquer une vie en quelques secondes. Moi, je suis partisan de dire il y a donc ce diagnostic de schizophrénie, mais il y a tout autour, moi je suis bien placé pour le savoir, une possibilité de rétablissement. Et voilà, donc maintenant on a su le diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? C'est surtout ça qui est important. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Comment je le gère ? Qu'est-ce qu'on vous propose ? Qu'est-ce qu'on propose derrière ? Si on arrête au diagnostic et au revoir monsieur, bonne journée, ça c'est trop compliqué. C'est comment un hôpital psychiatrique de l'intérieur ? Moi, ce que j'en ai connu, c'était pas un asile. Hein. Bon, moi, j'ai pas été contentionné. J'ai souffert d'isolement. Enfin, j'ai été hospitalisé sous contrainte. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire, c'est quand même mes parents qui ont signé. C'est pas moi qui ai choisi. Je leur en ai jamais voulu. On est en période de crise quand même quand on est hospitalisé. C'est difficile à comprendre au début tout ce qui se passe, mais en fait, moi, j'avoue que j'ai un peu soufflé un petit peu quand j'étais hospitalisé. De toute façon, oui, on s'en souvient, hein, mais on peut pas l'éviter. C'est une privation de liberté, hein, de toute façon. Mais en même temps, moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans mes délires, j'étais quand même dangereux pour moi. Il aurait pu se passer n'importe quoi. Il fallait me protéger de moi, quand même, dans cette hospitalisation. Mais en même temps, moi, je me souviens des co-internés, là, et j'ai des souvenirs, voilà, j'avais des copains. J'avais des copines, je le raconte dans le livre. Il n'y a pas eu de mauvais traitement, hein, non plus, voilà. Et je sentais qu'enfin, j'avais besoin de me poser. Il est resté combien de temps à l'hôpital en tout ? 3 mois seulement sur 2 séjours, ce qui est assez peu en fait par rapport à certaines personnes. Peut-être que son trouble était plus léger, plus facile à traiter, ou alors traité suffisamment tôt. Peut-être qu'aussi le fait d'avoir un cadre familial et social stable et soutenant, ça l'a énormément aidé, on ne saura jamais vraiment. Ce qu'il dit, lui, c'est que ça a surtout été à lui de faire un pas vers le rétablissement, en utilisant ses ressources personnelles, en acceptant les mains tendues de quelques professionnels ou de proches. Il dit aussi que ce passage à vide l'a aidé à connaître ses limites, à découvrir son propre mode d'emploi, en quelque sorte, pour tout le reste de sa vie. Ce que je dis aussi, c'est que par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, c'est que moi, au niveau de ma maturité, à 25-30 ans, il y avait des choses que je m'interdisais rien, mais je savais qu'il fallait pas jouer trop avec le sommeil, pas avec les substances, faire attention, parce que ça pouvait revenir. C'est ce qui arrive à tout le monde au final quand on a un coup dur, on découvre ses limites. Peut-être. Ouais, peut-être. Moi, c'est sur la santé mentale. Et peut-être qu'on se remet en question. Et c'est avec l'âge aussi, peut-être. Mais peut-être que c'est arrivé plus tôt, du coup. Moi, comme c'est arrivé à 20-25 ans, peut-être que la maturité, en fait, une certaine maturité est arrivée plus tôt. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde ? Ça peut arriver à tout le monde. En fait, avoir un trouble psychique ou en tout cas une décompensation... Donc en fait, oui, voilà, c'est des troubles psychiques qui arrivent à cause du travail, qui arrivent à cause de l'environnement, qui arrivent à cause d'un comportement, qui arrivent à cause d'une fragilité. Ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on a tous une santé mentale et il faut faire attention à notre santé mentale. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Et ça c'est super bien.
Et allons voir un psychologue, allons voir... voilà, on peut pas en parler à notre famille de certaines choses. On peut pas en parler à nos amis de certaines choses. Il y a des professionnels. On se dit, on a tous en fait des moments, des fragilités, des moments où c'est plus difficile dans l'existence à certains moments. Vraiment, il faut pas rester seul avec ses problèmes et son angoisse parce que ça monte très très vite. Et là, du coup, c'est là qu'on va déclencher des pathologies. Les asiles, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, on aimerait que ça n'existe plus. Moi, dans les lieux dans lesquels je travaille, l'hospitalisation, c'est vraiment quelque chose, un passage. Il faut vraiment essayer que ce soit qu'un passage. Pourtant, ça arrive encore. Et vous l'écrivez dans votre livre, vous dites une phrase qui, moi, m'a un peu glacé. Certains patients n'en sortiront jamais. Ça existe encore, mais ils ne devraient pas être en hospitalier. Ils n'ont rien à faire en hospitalier, en fait. C'est peut-être dans des instituts ou en tout cas les tourner vers d'autres choses. Après, il doit y avoir d'autres lieux. Moi, je crois que le rétablissement, il est possible pour tous. Par contre, cette société, mais c'est vraiment la société, elle est dure. On est devant des agressions multiples. On a tous notre façon de péter les plombs. On a tous notre façon de vivre notre petite névrose. Même la vie, quand on arrive sur Terre, enfin, c'est trop compliqué. On peut pas tout gérer. On est fragile. Faisons-nous du bien un petit peu, quoi. Voilà, il faut se lever tous les matins en se disant qu'on va changer le monde, quoi. Voilà, moi, c'est mon message. Je me sens pas marginal, je me sens original et en fait, je revendique cette originalité et je me sers de cette originalité. Ça me gêne pas. On a tous, de toute façon, des différences, des fragilités, des tout. C'est ça qui fait notre force. Maintenant, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et en fait, mais par contre, j'explique. Et il y aura de toute façon certaines personnes qui peut-être ne comprendront pas ou ne feront pas l'effort de comprendre. Mais moi, je ferai l'effort d'expliquer. Moi, j'aime bien être dans le système. J'aime bien être original dans le système, proposer une autre possibilité. Je suis rétabli. On guérit, même si on n'aime pas le mot. Moi, je me sens quand même pas mal. Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Outsiders. C'était notre 4e épisode et on espère que vous écouterez les prochains avec nous. On a déjà mis en ligne 3 épisodes sur la vie à la rue, la prison et les gens qui se préparent à la fin du monde. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller les écouter. Les textes que vous avez entendus étaient lus par Laura Lascourège et Paul Noyer. Il s'agissait du poème Ghetto de l'écrivain guadeloupéen Guy Tyrolien. Et des extraits du texte La Panne de l'écrivain suisse Nicolas Bouvier. La musique originale et le montage sont réalisés par Pierre et Mathieu Chaffanjon de la société Majora. Et si vous pouvez nous écouter aujourd'hui, c'est grâce au soutien de 170 personnes qui ont participé à notre campagne de financement participatif à l'automne dernier. Remerciements tout particuliers donc à, entre autres, Joël Andloer, Dimitri Mochien, Sylvie Isambert, Richard Gobelot, Joséphine Bonardo, Halloween Girondeau, Catherine Devaublanc, Pierre Lisbonis, Antoine Ricard, Isabelle Madsen-Chaffanjon, Sabine Madsen, Patrick Souville, Bruno Plantier, Victor Miget, Baptiste Condominas, Valérie Mauduit, Antoine Sanouillet, Jean Simon et Dorian Salor. L'un des documentaires tournés à l'Institut Laborde s'appelle La moindre des choses, tourné par Nicolas Philibert. Ça date de 96, mais c'est plus que jamais d'actualité. Vous pouvez le trouver assez facilement en ligne. Regardez-le si ça vous intéresse, c'est très beau et ça vaut vraiment le coup. Le livre de Stéphane Cognon s'appelle « Je reviens d'un long voyage, Candide au pays des schizophrènes ». C'est édité chez Frison Roche. Pareil, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est très beau et très facile à lire. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très bientôt. À bientôt. Dans le prochain épisode d'Outsiders. Il me fallait de la cam pour taffer, il me fallait de la cam pour dormir, il me fallait de la cam pour bouffer, il me fallait de la cam pour tout.